On ne choisit pas les moments qui bouleversent une vie. Je croyais être venu dire adieu à mon père. Je ne savais pas que, dans cette chambre d'hôpital, j'allais rencontrer quelqu'un capable de réveiller tout ce que j'avais enfoui. La tendresse, la honte, le désir. Et ce regard, celui de Léo, a tout changé, sans un mot. L'air de la chambre 304 sentait toujours la même chose, désinfectant et renoncement. Ce mélange s'accrochait à mes vêtements, à mes cheveux, à mes pensées. Mon père dormait, le visage creusé par la maladie. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, traçant des lignes dorées sur sa peau pâle. Je restais là, assis, à écouter le souffle mécanique de l'appareil respiratoire, ce battement artificiel qui dictait le rythme de nos silences. Je ne savais plus quoi lui dire. « Tu as bien dormi ? Le médecin est passé ?» Des phrases pansements. Sous chaque mot, un vide béant. Il me répondait par des gestes infimes, un hochement de tête, un soupir. Nous étions deux étrangers reliés par un même sang, incapables de franchir la distance invisible qui nous séparait. Je pensais à toutes ces années de non-dit, mes études, mon travail, ma vie que je lui avais toujours présentée comme parfaitement lisse. Lui, l'artisan solide, ne parlait jamais d'amour. Et moi, j'avais cessé d'en attendre. Ce fut ce soir-là que la porte s'ouvrit sans frapper. Je crus d'abord à l'infirmière habituelle, mais un jeune homme entra. 22, 23 ans, peut-être, des yeux bruns, une énergie douce. Il posa une main sur l'épaule de mon père, avec une attention silencieuse. « Bonsoir, Henri. Je m'appelle Léo. On va redresser un peu le dossier, d'accord ?» Sa voix était basse, tranquille. Elle caressait plus qu'elle ne parlait. Je le regardais faire, incapable de détourner les yeux. Ses gestes avaient quelque chose d'hypnotique, précis, mais tendre. Le tissu du drap glissait entre ses doigts. Il ajustait la perfusion, parlait de la circulation bloquée ce matin, d'un taxi en retard, des banalités. Pourtant, dans sa bouche, chaque mot semblait chargé de chaleur. Mon père, d'ordinaire fermé, répondit par un léger sourire. Ce fantôme d'expression me heurta. Comment Léo avait-il réussi en quelques minutes ce que je n'avais jamais su provoquer? Quand il se tourna vers moi, je crus un instant qu'il allait deviner tout ce que je ressentais. « Vous êtes son fils ?»« Oui, Adrien. » Il hocha la tête. « Henri parle souvent de vous. Il dit que vous êtes malin, toujours celui qui trouve une solution. » La phrase me désarma. C'était exactement ce que mon père aurait pu dire. Et l'entendre de la bouche de cet inconnu fissura quelque chose en moi. Les jours suivants, je m'arrangeais sans l'admettre pour venir pendant son service. Je prétendais que c'était le seul horaire possible, mais la vérité, c'est que j'attendais son arrivée. Il entrait, notait les constantes, changeait la perfusion, puis me lançait ce regard, calme, direct, bienveillant, qui faisait battre mon cœur un peu trop fort. Chaque mot échangé devenait une bouffée d'air. « Votre père a mieux dormi. » Il a repris un peu d'appétit. De simples phrases, mais la manière dont il les disait donnait à tout cela une gravité douce, presque intime. Je me surpris à observer ses mains, à anticiper le moment où elles frôleraient le drap, le mien, l'air. Le moindre contact devenait une étincelle, un frôlement d'épaule dans le couloir, un dossier passé d'une main à l'autre. Chaque fois, une décharge me traversait, cette chaleur discrète qui monte et ne trouve pas où aller. Un soir, la visite s'éternisa. Mon père dormait profondément. La lumière blafarde du néon dessinait des ombres longues sur le sol. Léo entra pour le tour de nuit. « Vous êtes encore là ?» murmura-t-il. Je voulais rester un peu. Il regarda mon père, puis moi.
Ces nuits sont longues. Vous voulez un café? Je déteste le café de machine, mais j'ai dit oui. Dans le couloir désert, le silence était presque sacré. La machine grinça, puis le liquide sombre coula dans le gobelet. Nos bras se frôlèrent, si légèrement que j'aurais pu croire à un accident. Pourtant, ma peau s'enflamma. Je levai les yeux. Son regard était déjà sur moi. Pendant une seconde, le monde cessa d'exister. La distance entre nous se fit dangereusement mince. Nos souffles se mêlaient, suspendus dans cette attente silencieuse où tout pouvait basculer. Puis il rit doucement pour briser la tension. Je vous avais prévenu, c'est le pire café de Paris. Je confirme, dis-je, la gorge sèche. Quand je suis rentré chez moi cette nuit-là, la pluie fine tombait sur les toits. Et pour la première fois depuis des mois, je sentais autre chose que la peur de perdre. Je sentais la vie revenir, douce et brûlante sous ma peau. Cette nuit-là, je crus reconnaître ma voix brisée dans le bip régulier de la machine. Au fond du couloir, une silhouette approchait. Je souhaitais que ce soit lui, et je redoutais que ce soit lui. Le service de nuit avait une gravité particulière, comme si le bâtiment retenait son souffle. Henri somnolait, la respiration serrée. Je restais debout, incapable de m'asseoir, à compter ces secondes qui n'ont plus de contour. Quand la porte s'ouvrit, j'espérais entendre cette voix douce que je connaissais déjà trop bien. Ce fut un autre soignant. On m'annonça que Léo ne viendrait pas, jour de repos. Une déception absurde me traversa, aussitôt suivie de la honte. Comment pouvais-je souhaiter sa présence alors que mon père glissait vers ailleurs? Plus tard, le médecin me parla d'un passage critique. Les mots se posèrent en moi comme de la poussière froide. Je répondis par des hochements, demandai de l'eau, remerciai, sans être sûr d'avoir compris. Je m'adossai au mur, saisi par cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais d'un trop-plein de silence. C'est alors que je l'ai vu, Léo, arrivé plus tôt que prévu, un sac sur l'épaule, l'air essoufflé d'avoir précipité sa soirée. Il me salua sans bruit, me regarda, puis regarda mon père, et je lus dans ses yeux un serment discret. Je suis là. Nous sortîmes quelques minutes dans le couloir. La machine à café imposa sa routine, un gobelet, un autre, et ce minuscule espace entre nous, chargé comme un orage. Je n'avais pas besoin de parler, lui non plus. La chaleur de sa main, quand il me tendit la boisson, fut une étincelle. Je compris que nous avancions sur une corde fine. Je le vis, lui aussi, sentir la pente. Nous sommes revenus près d'Henri. Pendant qu'il ajustait un réglage, je me surpris à souhaiter qu'il me touche le bras simplement pour me rassurer. La pensée me fit peur. Tout ici demandait de la mesure, de la discrétion, de la pudeur. Pourtant, chaque geste de Léo semblait appeler en moi une réponse qui n'était ni sage ni professionnelle. Il s'en rendit compte. Je le vis baisser les yeux une seconde, comme pour contenir un mouvement trop vif. Le temps changea de couleur, quand les constantes d'Henri chutèrent. Des pas, des consignes brèves, une attention aiguë. Je restais en retrait, inutile, tremblant. Sur mon épaule, une pression légère. Sa main. Juste ce qu'il faut pour dire « tiens bon ». La pièce entière devint cette main, ce message. Tout mon corps s'accrocha à cette sensation brève. Puis les chiffres remontèrent un peu, suffisamment pour que chacun reprenne son souffle. Quand le calme revint, Léo m'invita à marcher jusqu'à la fenêtre au bout du couloir. Il n'y avait rien à voir dehors sinon des toits et une lueur pâle. Il murmura « Vous n'êtes pas seul ». Je voulus répondre quelque chose d'intelligent, mais la parole se perdit. J'acceptais cette phrase comme on reçoit une couverture sur les épaules. Nous restâmes ainsi longtemps, les yeux ailleurs, unis par une tension douce
et dangereuse. Le risque s'imposa à mi-voix. Si nous nous laissions glisser, nous pourrions tout abîmer. Sa place, la mienne, le respect dû à mon père. Je le savais. Il le savait. Pourtant, l'idée d'un pas de plus brûlait comme une braise. Peu avant l'aube, je me rassis près d'Henri. Léo, prêt à partir, s'attarda près de la porte. Nos regards se rejoignirent. Il y eut dans cet échange une promesse et une interdiction mêlées. Nous frôlions une frontière invisible. Le premier risque venait d'être nommé sans un mot, et paradoxalement, cela nous rapprocha davantage. Je compris alors que la vraie menace n'était pas la faute, mais l'intensité qui nous y poussait avec douceur. Je posai ma main sur la couverture de mon père. Je sentis la chaleur fragile qui résistait encore. Je suis là, soufflai-je pour lui, pour Léo, pour moi. Au dehors, une pluie fine commença, comme si le ciel avait trouvé lui aussi une manière de tenir. Et dans cette aube grise, l'idée de tenir devint notre unique manière d'avancer. On peut renoncer 1000 fois en pensée. Il suffit d'une porte entrebâillée pour que la décision se présente nue. Cette porte claqua derrière nous. Le lendemain, tout s'accéléra. On m'appela. L'état d'Henri s'était aggravé. J'arrivais trop vite, les mains froides, le cœur hors de mesure. La chambre semblait plus étroite, le temps plus court. Léo prit le relais du jour, discret, concentré. Il parlait au médecin, notait, revenait vers moi, me donnait des nouvelles en phrases simples. J'avalais chaque mot comme s'il me maintenait debout. À la tombée du soir, mon père eut un moment de clarté. Ses yeux trouvèrent les miens. Il prononça mon prénom. Sa voix, brisée, portait un aveu sans phrase. Il savait. Ce savoir-là, j'en avais rêvé, et je le redoutais. Un tremblement me traversa, suivi d'une paix inattendue. Je lui dis que j'étais là, que je resterais. Sa main frôla la mienne avec cette maladresse tendre qui fut toujours la sienne. La gratitude me submergea. Plus tard, quand il s'endormit, je sortis respirer. Léo m'attendait dans le couloir, adossé au mur. Il ne posa pas de questions. Il m'invita d'un signe à le suivre vers une petite pièce de service où l'on rangeait des cartons. La lumière trop blanche se fit plus douce lorsqu'il ferma. Le monde extérieur resta de l'autre côté, comme un bruit lointain. Nous n'avions plus d'alibi. Je n'oublierai jamais la manière dont le silence nous a reconnus. Tout était là. Le chagrin, la fatigue, l'attirance, le besoin immédiat d'un point d'appui vivant. Je sentis sa main approcher de mon épaule, sans me saisir vraiment. Une chaleur suspendue. Mon souffle se hâta. Le cœur battait trop fort, comme s'il voulait parler à ma place. Je fis un pas. Lui aussi. Nos fronts se touchèrent avant nos lèvres, et ce simple contact alluma un incendie contenu. La proximité devint une frontière fine, puis rien. Nos lèvres se trouvèrent. Pas de précipitation, pas de conquête. Le geste exact d'une soif qui n'ose d'abord que goûter. Le monde s'estompa. La pièce n'était plus qu'une pulsation. Je sentis son souffle si près, la promesse d'un répit. Le baiser s'approfondit sans débordement, comme si nous avions juré de ne rien casser et de tout accueillir. Mes mains se posèrent contre lui, prudemment, et la chaleur traversa mes doutes. J'entendis, à l'intérieur, un verrou cédé sans bruit. Nous aurions pu aller plus loin. Nous ne l'avons pas fait. Il y eut ce retrait accordé, cette retenue qui, loin de refroidir, consacra le moment. Il posa son front contre le mien, murmura que nous devions rester justes. Je compris qu'il parlait de mon père, de sa fonction, de la ligne fragile que nous avions franchie sans la piétiner. J'acceptai. J'étais plein de reconnaissance, de désir, de crainte, de vie. Quand nous sommes sortis, la nuit avait épaissi les couloirs.
Une infirmière passa, nous salua. Rien ne trahit ce qui venait d'avoir lieu, sinon un éclat calme dans nos regards. Je retournai près d'Henri et restai longtemps à écouter sa respiration plus paisible. Cette paix avait un prix. J'avais choisi. J'avais donné à cette attirance un visage, un geste, une place dans le réel. À partir de là, tout deviendrait plus simple ou plus dangereux. Peut-être les deux. Au matin, j'aperçus Léo au bout du couloir. Il me fit un signe presque imperceptible. Je répondis de la même manière. Il suffisait de si peu pour que tout se rallume. Je sentis alors que notre choix n'était pas un élan, mais une promesse modeste. Tenir le fil, préserver ce qui pouvait l'être, ne pas se perdre et, pourtant, ne plus faire semblant de ne rien ressentir. C'était mince et solide à la fois. C'était à notre mesure. Il suffit d'un regard un peu trop long pour que le monde s'en mêle. La peur prit d'abord la voix d'une collègue. Les heures suivantes furent traversées de secousses. On changea un traitement. On parla d'accompagnement. Les mots faisaient mal et soulageaient en même temps. Léo demeurait à proximité, précis, attentif, sans un pas de trop. Je sentais pourtant que quelque chose autour de nous s'était déplacé. Une aide-soignante nous observa, puis m'adressa une question inutile. Je répondis à côté. Léo s'éloigna aussitôt, comme s'il venait de comprendre qu'un fil s'était tendu à découvert. Plus tard, une cadre du service me prit à part pour me rappeler les règles. Dignité, distance, confidentialité. Sa voix n'était ni dure ni injuste, mais chaque phrase vibrait d'un sous-entendu. Je crus rougir comme un adolescent. À la sortie du bureau, Léo me croisa sans ralentir. Je lus dans ses yeux une inquiétude nouvelle. Il craignait pour sa place, pour sa réputation, pour la qualité même du soin qu'il devait à mon père. Ma poitrine se serra. J'avais voulu une poche de lumière. Je risquais d'y tirer l'ombre. Alors je me contraignis à la retenue. Je parlais moins à Léo. Je sortais au moment de ses passages. Je souriais à distance. La douleur d'Henri monta d'un cran. On ajusta encore. Dans la chambre, je tenais sa main quand il le souhaitait. Je me taisais quand il s'en allait ailleurs. Léo, à présent, ne restait plus que le temps nécessaire. Tout en lui disait « prudence », tout en moi répondait « reste ». La nuit, je rentrais chez moi et je ne dormais pas. Je revoyais la petite pièce, le baiser, l'élan retenu, la chaleur encore sur ma peau. Je revoyais surtout la main qu'il avait posée sur mon épaule au moment le plus dur. Cette main était devenue ma façon de respirer. Au matin, je me jurais de n'être qu'un fils, pas un homme qui attend quelque chose pour lui. Le serment tenait jusqu'à son regard. Ensuite, tout vacillait. Le jour où Henri a parlé de nouveau, le silence a changé de nature. « Adrien », a-t-il murmuré. Je me suis penché. Il a cherché ses mots longtemps. Il n'a pas dit grand-chose. Pourtant, j'ai tout compris. Il me reconnaissait tel que j'étais. Il me demandait pardon sans récit. Il me confiait ce reste de tendresse qui lui restait. Mes larmes sont venues sans bruit. Je lui ai promis d'être là jusqu'au bout. Cette nuit-là, Léo ne devait pas travailler. Il est venu quand même, pour la dernière ronde, en renfort. Le prétexte était mince. Son regard disait autre chose. Nous n'avons pas parlé. Dans le couloir, le temps s'est suspendu. Pas de café, pas d'ombre où se cacher. Un pas, puis un autre. Nous nous sommes arrêtés à une distance sage et intenable. Il a soufflé que tout irait vite désormais. J'ai hoché la tête. Je savais. Le lendemain avant l'aube, l'alarme discrète s'est allumée au-dessus de la porte. Une lumière rouge, douce, impérieuse. Le souffle d'Henri s'est apaisé. Je lui ai tenu la main jusqu'au bout. Quand la pièce s'est remplie d'un calme inconnu,
j'ai senti derrière moi une présence immobile. Léo ne bougeait pas. Sa simple existence m'empêchait de tomber. On a éteint les appareils. Le monde a continué à tourner. Je suis sorti dans le couloir, vidé. Léo a posé une phrase courte. « Venez ». Nous avons marché sans bruit vers un recoin, où personne ne passe. Il n'y a pas eu de baiser. Il y a eu mieux. Un long enlacement qui a tenu ma peine, comme une coupe. Je me suis laissé porter par cette chaleur forte et simple, par ce rythme régulier contre ma joue. Au bout d'un moment, nous nous sommes séparés. Ses yeux disaient « Prudence » et « Je suis là » en même temps. Nous avions perdu un repère, nous devions réapprendre à avancer. La rumeur n'a pas grossi. Elle s'est contentée d'exister pour nous rappeler de marcher droit. Nous l'avons acceptée comme on accepte un vent contraire. On n'empêche pas le vent, on le traverse. Et dans ce passage, je sentais, malgré la peur, une force grandir, celle d'un lien qui ne demande pas de promesses étincelantes, juste la vérité de deux êtres décidés à ne pas se trahir. Je craignais que la lumière du jour efface tout. Elle n'a rien effacé. Elle a rendu chaque chose plus nette. Après les démarches, après les signatures, il y eut une matinée vide. Je marchais longtemps sans savoir où aller, jusqu'à m'asseoir sur un banc, non loin d'un quai. Le fleuve avançait comme toujours, indifférent et fidèle. Je respirais. J'avais pensé m'effondrer. Je découvris une étrange stabilité. Le dernier regard d'Henri me tenait au centre comme une main posée sur mon dos. Un message vibra. Léo. Quelques mots, simples. Je les relus plusieurs fois, décidé à ne pas répondre tout de suite, par respect pour ce calme fragile. Je finis par lui proposer de nous voir dehors, quelque part où rien ne rappellerait la chambre 304. Il accepta. Nous nous sommes retrouvés à la tombée du jour, à distance de tout. Pas d'uniforme, pas de badge, pas de néon. Il avait l'air plus jeune et plus fatigué, les deux à la fois. Nous avons marché côte à côte, sans précipitation. Les phrases vinrent quand elles le voulurent. Il me parla de son métier, de ce qu'il avait choisi d'y mettre, de ce qu'il refusait d'y perdre. Je lui parlais de mon père, de la hache invisible qui s'était plantée entre nous, des années de silence, de la dernière éclaircie. Plus je parlais, plus je sentais qu'une place se creusait en moi pour accueillir autre chose que la peine. Nous nous sommes arrêtés sur un pont. Le vent, pas méchant, mais réel. Léo posa ses mains sur le parapet. Je restais près de lui, assez près pour entendre son souffle, assez loin pour ne pas demander au monde de nous absoudre. Il me dit qu'une enquête interne n'aurait aucune raison d'exister si nous restions prudents et vrais. Je répondis que je ne voulais rien qui mette en danger ce qu'il avait construit. Il sourit d'un sourire presque invisible et me demanda « Et toi, qu'as-tu envie de construire ?» La question m'a traversé comme un éclair tiède. Je n'avais pas de grand discours. J'ai dit que j'avais envie d'un temps simple, des rencontres à l'extérieur, des messages qui ne s'écrivent pas à l'abri des machines, des gestes qui n'ont pas besoin de se cacher. J'ai ajouté que je ne savais pas si j'en étais capable tout de suite. Il a approuvé sans marchander, comme on approuve la vérité. Un silence plein nous a entourés. Le ciel s'assombrissait. Nous avons fait demi-tour. Sur le trottoir, il y eut ce moment où l'on se sépare, où l'on reste. Nous n'avons choisi ni l'un ni l'autre. Nous avons convenu d'un rendez-vous, un jour ordinaire, dans un café où le bruit des tasses couvre les battements trop rapides. Avant de partir, il s'est rapproché. Nos lèvres se sont effleurées. Un baiser court, clair, sans urgence. Rien à prouver, rien à gagner, seulement notre manière de dire oui à la vie revenue. Le soir, chez moi, j'ai rangé les quelques affaires d'Henri dans une boîte. J'ai trouvé un vieux mètre pliant,
des traces de sueur au fond, une odeur ténue d'atelier. Je l'ai ouvert et refermé, comme pour vérifier qu'il fonctionnait encore. J'ai compris que la mesure n'était plus celle dont j'avais manqué toute ma vie, mais celle que je pouvais choisir désormais. La distance juste, la parole posée, la lenteur courageuse. Je n'idéalise pas la suite. Il y aura des jours vides, des rendez-vous annulés, des peurs qui se réveillent. Il y aura aussi des matins tranquilles, des pas au bord du fleuve, des cafés trop amers qui deviendront notre blague. Je porterai l'absence d'Henri comme on porte une étole légère, pas pour se cacher, pour se souvenir. Et je porterai ce lien avec Léo sans drapeau ni tambour, avec le sérieux des choses qui n'ont pas besoin d'éclat pour durer. La dernière fois que je suis passé devant l'hôpital, j'ai levé les yeux vers la fenêtre de la chambre 304. La vitre reflétait le ciel. Rien ne me retenait plus là-bas. Et pourtant je sentais une gratitude vaste, paisible. Nous avions traversé la nuit. Nous avions appris à tenir, à choisir, à taire ce qui abîme et à dire ce qui console. J'ai souri, non pas pour effacer la douleur, mais parce qu'elle avait enfin un sens. Le téléphone a vibré. Un simple « À demain ?» J'ai répondu « Oui ». C'était peu, c'était tout. Nous avons tourné la page sans la déchirer. Le livre reste ouvert. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai plus peur de lire la suite.